Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur un deuxième ordinateur et mon objectif est tout simplement de vous montrer comment faire pour faire tourner un full node Bitcoin sur un ordinateur, à proprement parler, un ordinateur Windows. Alors effectivement, la majorité du temps, ce qu'on observe, c'est que les personnes qui font tourner un nœud le font sur un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi, c'est quoi? C'est en gros tout simplement une sorte de petite carte informatique qui coûte actuellement plus de 100 € et sur laquelle il faut venir brancher un SSD, donc on va dire un disque dur pour pouvoir dessus y avoir la totalité de la blockchain téléchargée et faire un petit assemblage qui est extrêmement rapide. Monter un node sur un Raspberry Pi 4, eh bien ça coûte au minimum actuellement 200 balles. Pourquoi? Parce que le prix des Raspberry a beaucoup augmenté ces derniers temps, notamment dû au Covid. Et donc, du coup, c'est tout à fait possible d'en monter un et de setup un full node Bitcoin avec. Mais moi, là, ce que je vais décider de vous montrer aujourd'hui, c'est de le faire directement avec un ordinateur à proprement parler. Alors, pour ça, je vais passer étape par étape, et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Déjà, la première chose, la première question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert d'avoir un nœud Bitcoin? La réponse la plus simple, de toute façon vous le trouverez à différentes vidéos ou même sur le site Bitcoin Core, donc enfin bitcoin.org, dans la partie Bitcoin Core pour le téléchargement du nœud, vous verrez aussi un descriptif et à quoi ça sert. Mais en fait, pour faire simple, les ASICs vont réaliser entre guillemets des calculs mathématiques pour pouvoir vérifier que les blocs sont des blocs qui sont valides. Une fois que le bloc est considéré comme valide, autrement dit que le résultat des calculs mathématiques d'un ASIC a été validé, et bien en fait, pour que ce soit validé justement, ce résultat est envoyé à un node, donc ce qu'on appelle un full node. Ce full node va vérifier très très rapidement et très simplement si le résultat trouvé est le bon résultat, sachant que tous les full nodes ont accès au bon résultat dès le départ, mais les ASICs, eux, qui avaient effectué les calculs, ne l'avaient pas. Et ensuite, une fois que la solution a bien été validée par le premier full node, il va se connecter en fait aux différents full nodes sur le réseau, et dès qu'il y a strictement plus que 50% des nodes du réseau qui valident la réponse, et bien par conséquent, le bloc est validé, est considéré comme safe, et donc est ajouté à la blockchain. Donc en fait, en réalité, posséder un full node permet quoi? Eh bien, posséder un full node permet tout simplement de sécuriser le réseau, car c'est grâce aux nodes sur le réseau Bitcoin que derrière, les blocs vont être validés. Autrement dit, que les transactions qui composent les blocs sont des transactions qui ne sont pas frauduleuses. En parallèle, mais ça on en parlera certainement dans une autre vidéo, il est également possible de disposer, grâce à son node Bitcoin, en gros de rajouter une surcouche liée au Lightning Network et de pouvoir gagner des frais lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent notre node Lightning Network. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Donc on se retrouve directement sur cet ordinateur et on est sur le site bitcoin.org et on va justement lancer et créer un full node. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça un full node? En fait, il existe les full nodes qui disposent de l'entièreté de la blockchain et il existe des nodes partiels, des nodes relais qui eux ne disposent que d'une partie de la blockchain. La différence, c'est quoi? C'est que la blockchain, elle est assez importante quand même en termes d'espace, c'est plusieurs centaines de gigas, donc forcément, ça nécessite une machine qui a cela en disposition. Alors du coup, déjà, ce qu'il en est de cet ordinateur, c'est un ordinateur qui dispose de 16 gigas de RAM, donc on a de quoi faire. Concrètement, on est sous Windows. Sous Windows, ça fonctionne très bien. Même en Windows 7 ou 8 ferait l'affaire. Pour ce qui est de la RAM, il vaudrait mieux avoir 8 Go de RAM, ça c'est sûr. Et ensuite, au niveau du processeur, j'ai rien de spécial là-dessus à dire. Tout ce que je peux rajouter, c'est que ici, dans les minimum requirements, on parle de 2 Go de RAM au minimum. Donc ça, c'est souvent le cas sur un Raspberry Pi, on demande 4 Go minimum. On demande une certaine quantité d'espace disponible sur le SSD ou bien sur le disque dur pour pouvoir effectuer en fait le téléchargement de la blockchain. En réalité, la blockchain, elle pèse, on va dire 600 Go. Donc il faut avoir un disque dur ou un SSD, surtout SSD qui est de au moins 1 Tera.
et puis une vitesse d'écriture qui est quand même assez rapide parce que télécharger la blockchain avec un SSD dernière génération comme le mien, ça m'a pris littéralement 14 heures. Donc il faut se dire que si vous avez un SSD qui est pas très rapide ou un disque dur qui l'est donc nécessairement encore moins, eh bien ça va prendre plusieurs jours. Donc il est important aussi d'avoir ça en tête. On peut évidemment run le node sous Windows, sous Mac, sous Linux et tout ce que vous voulez, donc ça c'est très intéressant. Disposer d'une connexion internet avec un débit, on va dire au minimum ADSL, de telle manière à ce que le node qu'on va faire tourner sur notre ordinateur puisse derrière plutôt rapidement pouvoir envoyer des données aux autres nodes auxquels il est relié pour derrière avoir en fait des échanges tout autour du réseau Bitcoin. Et puis ensuite, la dernière particularité, ils disent laisser le node tourner au moins 6 heures par jour. Concrètement, moi dans ma situation, l'ordinateur il tourne H24, donc la question ne se pose pas trop. Alors, on a un petit warning quand même. Comment ça se passe? Alors là, la première partie, c'est un téléchargement sous Linux, partie qu'on va entièrement passer, puisque ici, nous ne sommes pas sous Linux. Il faut savoir que si vous téléchargez votre node tout simplement sur un Raspberry Pi 4, donc vous allez télécharger en fait un système d'exploitation qui s'appelle Umbrel, UMBREL. Il y a Découvre Bitcoin qui a fait une vidéo à ce sujet qui est très très détaillée. Moi, mon objectif vraiment, c'est vous montrer comment faire sur Windows, parce que tout le monde la majorité des gens ont à Windows. Et donc, par conséquent, Umbrel permet de tout faire. En fait, il suffit juste de le lancer, et puis ça y est, c'est fini. Là, on va vraiment faire tourner notre node comme le faisait en 2009 les tout premiers qui le faisaient avec Bitcoin Core. Alors, la première chose, c'est évidemment de télécharger le logiciel Bitcoin Core qui va nous permettre de pouvoir obtenir notre nœud et puis le créer. Pour ce faire, on va tout simplement ici télécharger le fichier exe, et une fois que c'est bon, on va tout simplement le lancer. Ok, on va cliquer sur Next. Bon, c'est là comme l'installation d'un programme habituel, c'est parti, on installe. Et une fois que ça va être installé, ensuite, donc je le fais pas parce que moi, dans ma situation, c'est déjà fait, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, qui est tout à fait similaire à celle-ci. Et là, une fois que du coup on obtient cela, on va avoir ni plus ni moins qu'une fenêtre comme celle-ci qui va s'afficher. En fait, cette fenêtre, c'est quoi? C'est tout simplement la fenêtre qui va vous informer que la blockchain est en cours de téléchargement. Alors, pour vous donner une idée, j'ai lancé vers, il était 11h30, midi, quelque chose comme ça, le téléchargement de la blockchain. Vous voyez qu'on part des tout premiers blocs, en l'occurrence, il y a presque 800 000 blocs à télécharger. Là, on est à 0,16%, donc concrètement... on est au vendredi 3 avril 2009, on revient au tout départ, soit il y a plus de 14 ans, et donc la blockchain va se télécharger bloc par bloc sur tout simplement le disque dur qu'on a précédemment affiché, car dans l'installation, il nous demande un endroit pour pouvoir télécharger la blockchain. Pour ma part, ce que j'ai tout simplement fait, c'est que j'ai décidé d'installer la blockchain sur mon SSD. Cela signifie que ici j'ai un disque qui s'appelle Node, dans lequel j'ai nœud, et en fait la totalité de la blockchain c'est installée là-dessus. D'ailleurs, quand je parlais ici tout à l'heure d'une quantité qui était importante en termes d'espace, si vous regardez, on a près de 530 gigas qui sont pris pour le téléchargement de la blockchain. On sait que la blockchain augmente de plus en plus, notamment avec l'arrivée des ordinals et puis de tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur des Satoshi. De ce fait, il est nécessaire d'avoir au minimum 1 Tera d'espace sur son SSD. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un SSD de 2 Tera, comme ça je suis tranquille pour les 10 prochaines années. Donc ça se lance. Alors j'ai commencé, comme je le disais, un petit peu avant midi. Ça s'est terminé sur les coups de 2h du matin, soit approximativement, on va dire 15h, avec une connexion Ethernet qui est en fibre très bonne, et également un SSD qui a une vitesse d'écriture qui est très très forte, qui est parmi les meilleures du marché. Donc faut se dire que ça mettra au moins 14 heures chez vous. Ok, et puis qu'est-ce que ça donne une fois que tout ça s'est téléchargé? Bien, très simplement, on a en fait le wallet Bitcoin Core qui va se lancer. Donc une fois qu'on va lancer le Bitcoin Core, en fait, donc la blockchain est terminée, il y a un petit message qui nous informe, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Est-ce que vous voulez importer une seed phrase? Donc pour ça, vous savez ce que c'est la liste de mots par rapport à un wallet que vous avez déjà. Soit on peut également créer un nouveau wallet. Alors pour ma part, j'ai créé un nouveau wallet, et en créant ce nouveau wallet, il m'a demandé un mot de passe que j'ai rentré. Sachez que ce wallet, vous n'avez pas de seed phrase, c'est un wallet en dur. Autrement dit, si vous venez à le perdre, eh bien il faut absolument que
qu'en amont, dans Wallet Bitcoin Node, le fichier wallet.dat, vous le conserviez, car c'est ce fichier-là qui va vous permettre derrière de pouvoir retélécharger, entre guillemets, de pouvoir réaccéder à vos fonds de ce wallet sur un autre ordinateur. C'est pas lié à une seed phrase. Donc, une fois que cela est fait, on arrive en fait sur cette petite interface et puis ça y est, hein, notre portefeuille est déjà disponible. On peut le fermer, on peut en créer un nouveau, etc. etc. On peut vérifier ou signer un message. Bon, ça, c'est pas des choses qui sont très très intéressantes. On a évidemment toute la partie ici avec notre sol, le solde en attente et le total. Donc, c'est un wallet qui est sur la blockchain Bitcoin initiale, pas sur le Lightning. On peut évidemment ici saisir une adresse Bitcoin, voire même rajouter des adresses dans son carnet d'adresses, rajouter une étiquette, donc en fait une explication de pourquoi est-ce qu'on a fait le paiement, mettre le montant en Satoshi ou autre, moi je l'ai configuré sous la forme de Satoshi, et puis gérer les frais de transaction. Par exemple, actuellement, si je le mets sous 7 jours, comme on est sur la blockchain Bitcoin, donc sur la L1, on est à plus de 6000 sats pour la transaction, alors que si je décide de le mettre sous 2 heures, on est à 23 000. Bon voilà, à vous de gérer un petit peu ça. On peut même personnaliser la totalité des frais qu'on accepte de payer, et dans ce cas-là, la transaction se réalisera en fonction de ce qu'il y a sur la même pool. On peut recevoir des fonds, donc pour ça, on peut créer une adresse de réception. Donc par exemple, on peut l'appeler test, on peut mettre ou non un montant. Je vais par exemple mettre un montant de... j'ai mis quoi? J'ai mis 1 million de Satoshi, je crois. Un message si on le souhaite, créer une nouvelle adresse, et voici notre adresse qu'on peut créer, qui est du coup associée à notre node qu'on a appelé Bitcoin Node. Et puis ensuite, on peut envoyer des fonds là-dessus. Évidemment, on peut retirer notre adresse si on le souhaite. Et puis ensuite la partie des transactions avec toutes les transactions qui ont été réalisées. Alors moi, ce qui va m'intéresser véritablement, c'est la partie paramètres, et puis ensuite j'irai un petit peu plus dans les détails. On a ici donc max values, voilà, ok. On a la partie options. Alors la partie options, on va pouvoir modifier quelques petites choses. Bon, la première partie ici, ne pas la laisser comme telle. La deuxième partie par rapport au porte-monnaie, même chose. La partie réseau est une partie qui est intéressante. Alors on peut laisser j'allais dire le portefeuille, mais plutôt le node, utiliser le réseau existant. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de passer par un proxy de type SOC5. Pour ce faire, en fait, je suis tout simplement allé chercher sur freeproxy.cz. Je suis allé chercher, en fait, parmi la totalité des proxys SOC5, quels étaient ceux qui étaient disponibles, et je suis venu en chercher un avec son IP et son port, ce qui fait que j'ai rentré le proxy ici, qui est au Canada, avec le port associé. L'idée est derrière d'avoir en fait de ne pas passer par ma connexion à proprement parler sur le réseau, mais de passer par la connexion d'un proxy. Je ne suis pas sûr que ça ait véritablement fonctionné, mais après l'idée derrière, c'est évidemment d'avoir un passage par Tor. Et c'est là d'ailleurs où je commencerai peut-être faire alors entre guillemets disclaimer, c'est que il y a une véritable différence entre monter un node sur Umbrel et monter un node sur un Windows. C'est que sur Umbrel, on a déjà un système d'exploitation qui est Umbrel, qui a véritablement Tor qui est préactivé déjà initialement. Là, dans cette situation-là, on est sur un système d'exploitation qui est ni plus ni moins que Windows. Donc en fait, on l'a pas déjà de présent. Si on n'active pas une fonctionnalité en passant par un proxy, derrière, en fait, on a ni plus ni moins que la connexion Internet habituelle avec notre IP habituelle qui est utilisée. Donc ça, c'est la question se pose par rapport à ça. Sur cette configuration, j'ai l'impression que ça fonctionne, mais j'en suis pas certain à 100%. En tout cas, j'ai mes données, je vous montrerai juste après, qui traversent un petit peu le réseau. Dans la fenêtre, bon, rien de spécial. Et dans l'affichage, moi je l'ai mis en français et j'ai réglé sous la forme de Satoshi. On peut modifier ici la police d'écriture. Très bien, ça c'est juste des petites broutilles. Par contre, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est de rentrer un petit peu plus en profondeur, ici dans la partie, adresse d'envoi et de réception, dans la partie information. Et là, je trouve ça très chouette parce qu'on rentre vraiment dans les détails. Alors évidemment, on a la version du client. Là, on est sur la version 22, puisque de toute façon, si je décide d'aller ici dans mes téléchargements, vous voyez que le client Bitcoin qui a été téléchargé est la version 22. Et puis, vous voyez qu'ici, dans le nombre de connexions, on est à 10. En fait, le nombre de connexions, c'est le nombre de nœuds du réseau qui sont connectés au vôtre. Et donc tout simplement qui s'échangent des données. Bon, vous voyez évidemment la taille du bloc, là où on en est, le nombre actuel de transactions qui sont réalisées, l'utilisation de la mémoire de la RAM de l'ordinateur. Dans la partie console RAS, ici on a le trafic du réseau sous 30 minutes, bon rien de spécial. Moi ce qui m'intéresse ici c'est la partie pair. Alors on voit déjà ici
gros un espèce de numéro du peer, donc ça veut dire que le peer numéro 2, donc le node numéro 2 qui était associé au mien, est parti entre-temps, j'ai plus de connexion avec lui. On voit des adresses, les adresses IP des nodes auxquelles on est connecté, on en a généralement que 10, et ici on voit plusieurs trucs, ce qu'on appelle des full relais et des blocs relais. Alors il y a une petite différence entre les deux, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un full relais, c'est un full node. En fait, c'est exactement la même chose que ce que j'ai téléchargé, c'est-à-dire c'est un node qui dispose de l'entièreté de la blockchain. Un bloc relais, c'est différent. Il y a une raison pour laquelle on dispose toujours de deux blocs relais, dans nos peers. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une question de sécurité. Le ping associé à nos différents relais, nodes avec lesquels on travaille, le nombre de kilobits qui ont été changés, puis l'agent. On a quelques petites autres informations ici, mais vraiment rien de spécial. Donc on peut savoir à quel moment notre node fonctionne, à partir du moment où en fait on a des connexions, on a des paires qui sont disponibles dans la partie fenêtre des nœuds. J'aimerais aller un petit peu plus loin là-dessus et utiliser en fait Wireshark, qui est ni plus ni moins qu'un utilitaire qui permet de pouvoir voir et lire tout ce qui se passe sur la connexion Ethernet. Donc je vais décider de faire une capture de mon réseau Ethernet que je vais démarrer. Et là on va voir tout ce qui est en train de se passer actuellement sur mon réseau. Donc on voit un certain nombre de transactions. En fait concrètement les transactions qui se passent actuellement sont uniquement des transactions associées en fait à des protocoles d'échange de communication avec par exemple Bitcoin. Et donc du coup, si on veut rentrer un petit peu dans les détails, on voit par exemple, donc moi vous verrez mon IP, 192.168.1.31, qui est tout simplement ni plus ni moins qu'une IP associée à mon réseau local, donc il n'y a pas mon IP en dehors de mon local, et donc du coup typiquement, là voilà, ici mon adresse IP a envoyé à 148.251, si je regarde c'est le relais numéro 7 qui est ici, donc il a envoyé des informations via le protocole TCP/IP, et il a envoyé ensuite une deuxième information qui est en fait une information liée à proprement parler à mon node Bitcoin. Au départ, la première, c'était en fait juste un moyen de pouvoir échanger de la donnée. La deuxième, c'était pour directement lié au protocole. Et puis ensuite, il a fait la même chose avec le 2.203 qui est ici. Même chose, il y a un retour. Et de temps en temps, c'est l'inverse. Donc là, ici, c'était moi qui envoyais, en fait, vous voyez que c'est toujours la même chose, TCP puis Bitcoin, TCP puis Bitcoin. Et ensuite, j'ai eu le contraire. J'ai eu le 148.251, cette IP-là, qui m'a renvoyé, ici, qui m'a renvoyé une information, celle-ci. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, on peut lire en détail la totalité de l'information ici en hexa et là-dedans. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les informations qui sont passées entre mon node et ce node-là, de telle manière à ce que lorsque un ASIC, c'est donc une solution pour le bloc en question ait été trouvé, et bien que derrière ce soit passé de node à node pour valider cette solution et donc derrière valider le bloc et l'ajouter à la blockchain. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le Bitcoin Core, ici au niveau des options dans le réseau, le fait de passer par un proxy, je suis pas assez calé malheureusement pour savoir si effectivement ça passe bien par celui-ci. Ce qui est sûr, c'est que comme ça a été validé et que derrière j'ai bien des échanges de données entre les nodes qui sont mes pairs, a fortiori j'aurais tendance à dire que oui, effectivement c'est bon, et bien il y a bien une transaction et on passe bien par celui-là. Le seul truc, c'est que comme dans destination ou dans source, à chaque fois c'est mon IP local et pas mon IP directement sur le réseau. Je sais pas si ça passe par ce proxy. Je pense que oui, mais je n'en suis pas certain et je n'ai pas encore l'expérience pour pouvoir aller plus loin. Mais voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc en fait, tout simplement, là, je voulais aller un petit peu plus loin dans les choses, mais tout simplement à partir du moment où vous voyez que vous avez des paires et ici vous avez des transactions sortantes, ça signifie que votre nœud est disponible. Vous avez une carte de nœud qui est disponible aussi sur le web. Oui, il existe une carte de nœud. Si vous tapez Bitnodes, derrière, vous allez avoir accès en fait à la totalité, à la carte au niveau mondial de la totalité des nodes qui sont actuellement disponibles. Vous avez même la possibilité de tester ici en ajoutant les informations de votre node et votre port, qui est toujours 8333, s'il est en ligne ou pas. Actuellement, il y a plus de 16 000 nodes. Et puis, on a la carte... c'est chiant ça, faut que
truc, et on a la carte en détail de ce qui est en train de se passer sur le réseau. Alors ce qui est, je trouve intéressant, c'est que ici on voit la répartition au niveau des clients. Moi j'ai le 22, donc vous voyez qu'ici il y a 15% des personnes qui ont le client numéro 22. Je pense que c'est que ceux qui sont ici dans le 25, 24 et 23 sont ni plus ni moins que des clients qui doivent être sous, je pense, Umbrel, qui donc nécessairement dispose déjà de une version supérieure du client. Et on voit ici qu'il y a plus de 60,8% du réseau qui sont sous Tor. Pourquoi ? Parce que l'objectif est de ne pas être reconnu sur le réseau. On a plus de 12 000 nodes à l'heure actuelle et on voit que ça travaille bien. Vous voyez qu'ici on a nos 60% country, du coup c'est en non affiché parce que du coup certainement sous Tor. Et puis on en a quelques-uns qui sont avec une IP ou ils sont pas passés par un réseau de un proxy ou autre. Pour ma part, je pense que le mien est dans la partie ici Canada puisque je passe par un proxy SOC 5 qui est au Canada. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est sur la création d'un nœud Bitcoin. Pour être tout à fait honnête, je suis allé vraiment, on va dire entre guillemets dans le détail dans la création de ce nœud. En réalité, il n'y aurait pas du tout eu besoin d'aller aussi loin. Une fois que vous avez lancé le Bitcoin Core, que vous avez mis l'endroit où vous vouliez avoir votre nœud qui tournait, ça y est, enfin de télécharger la blockchain plutôt, ça y est, vous avez terminé. Derrière, il reste juste qu'à créer un mot de passe et c'est tout. Alors deux dernières petites choses. Première petite chose, si je retourne sur mon SSD, qui est d'ailleurs un SSD de 2 Tera comme ce dont je vous parlais tout à l'heure, et vous voyez qu'ici il y a près de 533 gigas utilisés par la blockchain. Vous avez dans le dossier wallet puis Bitcoin Core wallet.dat. Comme je le disais tout à l'heure, il faut absolument que vous le conserviez. Alors pour ce faire, plusieurs possibilités. Soit vous cliquez sur Backup Wallet et derrière vous venez mettre où vous le souhaitez, par exemple, je sais pas, dans vos documents, sur votre bureau, sur une clé USB, vous venez mettre directement ce petit fichier qui derrière est votre backup. Ça veut dire que si votre ordinateur explose, voilà. Il suffira juste de télécharger le client, de supprimer le wallet.dat qui existe et de venir le remplacer par le wallet.dat que vous aviez initialement. Donc c'est très simple, il suffit qu'il est là, hop, celui-là, vous le supprimez, vous prenez celui-là, vous le mettez, terminé. Et derrière, en relançant le Bitcoin Core, il prendra l'information de ce fichier wallet.dat. La deuxième chose, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il au niveau des paramètres d'utilisation ? Comme je le disais tout à l'heure, ça je vais pas l'utiliser, c'est plutôt ça que j'aimerais. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, donc la blockchain utilise 533 gigas sur mon SSD. On pourrait s'intéresser ici à la quantité de mémoire qui est utilisée. Si on regarde, on voit que la quantité de mémoire est à 633 gigas. 633 MO, soit, voilà, c'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir 4 gigas de RAM disponible, pour une raison qui est très simple, c'est que derrière, il faut avoir tout simplement un ordinateur qui va permettre de faire tourner l'OS et en plus de ça le node. Donc vous voyez que par rapport à mes 16 Go, on est largement bien. Pourquoi est-ce que je suis ici à 7 Go d'utiliser ? Parce que vous le voyez au niveau des processus, j'ai Tor. Donc Tor, le navigateur qui est disponible, enfin qui est ouvert. Si je décide de le retirer, vous voyez que la mémoire va drop assez significativement. Et puis derrière, j'ai mon petit logiciel ici qui enregistre. Donc concrètement, il faut se dire que c'est pour ça qu'on souhaite au minimum 4 Go de RAM. Pour ce qui est ensuite du processeur, vous voyez que de toute façon, avec le mien qui a un processeur plus ou moins élevé, rien de spécial. Le SSD, vous voyez que la vitesse d'écriture de toute façon est rapide, mais surtout il n'y a pas grand chose qui s'écrit puisqu'on rajoute bloc par bloc donc toutes les 10 minutes. Et au niveau de la consommation du débit internet, en fait c'est tranquille quoi. Donc concrètement, un node utilise très peu de ressources, mais elle a besoin d'avoir un SSD avec au minimum 1 Tera, d'une connexion internet et d'avoir au minimum 4 Go de RAM pour pouvoir le faire tourner. Concrètement, ce que cela signifie, c'est que si vous avez un vieil ordinateur sous Windows 7 ou sous Windows 10, derrière, il suffit juste d'avoir au minimum 4 Go de RAM, d'avoir un OS qui tourne, vous lui rajoutez un SSD, et ça y est, c'est parti, vous pouvez faire tourner votre nœud Bitcoin. Et bien voilà, je pense qu'avoir terminé sur mon explication, alors j'ai vraiment pris le temps de faire les choses, mais c'était pas nécessaire d'aller aussi loin, mais au moins comme ça, vous avez toutes les informations, et puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de monter votre node. Ciao, ciao.